Donc, autour de la table, Jérôme Dédéian. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Président, fondateur. Ouais. Cofondateur. Cofondateur, moi je suis de mon partenaire patrimoine. Un mot, on en a beaucoup parlé, donc, mais c'est vrai que j'ai vu ce matin dans les Échos l'étude d'ERES qui était, qui est la boîte dont tu restes d'ailleurs. Je suis toujours actionnaire, membre du board. Et qui donc a fait un bilan complet, actionnariat salarié, participation, etc. Ouais. C'est vrai que le chiffre, on t'en parle très très souvent, mais le chiffre est finalement assez impressionnant par sa faiblesse. C'est-à-dire que les Échos avaient titré ça sur les grands progrès. Hein. Tu passes de 4 à 9% des PME, TPE qui ont un système. Des PME, TPE non cotés qui mettent de l'actionnariat salarié, pas de la participation. Ah d'accord, c'est moi qui ai mal. Parce que j'étais surpris par la faiblesse du chiffre. C'est l'actionnariat salarié. Tu sais, tu as le système de partage du profit, participation, intéressement, le flux financier, ça c'est 2/3 des TPE, PME. Hein. Et puis tu as l'actionnariat salarié, je rends mes collaborateurs actionnaires. D'accord. De façon collective. Ah, donc c'est beaucoup tous plus les collaborateurs, de l'ouvrier à l'employé, en passant par le 4 sup. Et des non-cotés. Et donc ça a doublé depuis notre dernière étude, qu'on avait faite avec BDO d'ailleurs. J'ai pas encore présenté Anne-Sophie. Alors attends, Anne-Sophie Alsif, donc effectivement chef économiste BDO, et Julie de la Sablière, qui est la fondatrice de Little Wing. Donc vas-y. Et donc ça a doublé. Il y a 2 fois plus d'entreprises non cotées qui ont ouvert de façon collective leur capital à leurs collaborateurs et collaboratrices depuis 4 ans, puisque la dernière édition datait d'il y a 4 ans, 4 ou 5 ans. Et ça fait des milliers de boîtes. D'accord. Voilà. Pour te donner une idée, quand on a démarré RS, on faisait 3 opérations d'actionnariat salarié non coté par an. Cette année, l'équipe va en faire une 50aine. Ils sont actionnaires, les salariés de Little Wing Pas encore. Mais ça te trotte dans la tête. Ça t'intéresse? Oui, bien sûr. Ah non, c'est bien. Oui, je voulais commencer avec des petits trucs un peu... Alors, en fait, d'abord, je vous avoue, c'est un conseil à vous faire. Brian Chesky, donc le fondateur de Airbnb, il a un compte Twitter et il est super intéressant, son compte Twitter. Il y a tout, hein, quand on a les comptes surtout des gars aussi exposés que ça. Assez souvent quand même c'est lénifiant, quoi. C'est de la com corporate dans ce qu'elle a de pire, enfin à l'américaine, quoi, voilà. Et lui, vraiment c'est chouette. Et alors on va voir tout à l'heure. Je sais pas ce qu'on a là, si c'est sur le télétravail, mais juste avant de voir celui sur le télétravail, en fait, il a annoncé hier des changements importants pour Airbnb. On va pas rentrer là-dedans, mais il a tweeté le moment que nous vivons là, et donc là j'ai 2 entrepreneurs, donc j'avais envie d'avoir votre avis. Le moment que nous vivons, alors pour lui, est assez comparable à celui de 2008 quand j'ai commencé à fonder Airbnb, dit-il. Beaucoup de compagnies importantes ont pu démarrer dans des bas de cycle. Je crois qu'on dit au son du canon, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que hier, le fondateur de Sorare, je ne sais pas si vous connaissez Sorare, c'est une de nos licornes, qui est dans le domaine des NFT, des NFT pour le sport. C'est un coup de génie, ce truc. C'est les vieilles, pour ceux qui connaissent, les vieilles figurines Panini qui sont maintenant digitalisées. Il arrive à faire des jeux avec ça. Enfin, bref. Et le fondateur de Sorare disait exactement la même chose, mais lui, c'était 2018. Et donc, oui, on est fort quand on fonde des boîtes dans des moments... Ça m'intéresse parce que comme Bismart a démarré au lendemain du premier confinement, si tu veux, oui, on est fort quand on fonde des boîtes comme ça dans un creux... C'est ce qu'on me dit souvent. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai créé mon entreprise, que c'était très bien de se lancer justement dans un bas de cycle. Toi aussi, tu étais dans un bas de cycle, Julie? J'étais 2010. C'était pas fun, ouais. Donc, c'était pas... Voilà. Ouais. Mais oui, je pense que c'est effectivement des moments où les lignes bougent et du coup, on peut aller plus vite et il ne faut surtout pas se désespérer, en tout cas, de se dire c'est pas le moment, parce qu'en fait, je pense que c'est un bon moment. En fait, quand on entreprend, il ne faut pas faire de market timing. Tu y vas au moment où tu peux y aller. Et donc, ce que tu vas rencontrer, c'est un bon cycle ou un mauvais cycle, mais de toute façon, tu ne serais pas entrepreneur si tu n'étais pas avec ton équipe souple sur tes pattes de derrière pour t'ajuster à ce que tu vas rencontrer. Nous, quand on a monté RS, fin 2005. Donc, le temps qu'on monte la plateforme, on accueille nos premiers fonds d'épargne début 2007. Mais c'était le bonheur, c'était la croissance absolue. Entre janvier 2007 et le 30 juin, l'été 2007, on était très très contents. Oui, voilà. Après, on s'est pris les mannes. Voilà. Et évidemment, tu te le prends dans la figure, mais en fait, on a eu une chance incroyable. Alors, il faut du bol quand tu es entrepreneur. C'est que ça nous a frappé, évidemment, en réduisant nos encours, puisque les marchés ont fait baisser les encours d'épargne qu'on gérait, mais on était tout petit à l'époque. Donc finalement, en cash out, ça ne changeait pas grand-chose par rapport aux investissements qu'on était en train de consentir, puisqu'on ne gagnait pas encore d'argent. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme on avait trié nos solutions de gestion de façon un peu pointue, toutes les boîtes qui se sont plantées, tu sais, tous les fonds monétaires qui avaient des trucs illiquides, etc., nous, on n'en avait pas. Et donc, quand il y en a dans des grandes banques, mais et que tu n'en as pas chez toi, quand tu vas voir les clients,
après et que tu leur dis voilà ce qui s'est passé chez ceux qui étaient chez gros machin, gros truc, et voilà ce qui s'est passé chez nous, ça accélère un peu ton développement. Et il y a peut-être quelque chose aussi, Anne-Sophie, je sais pas si tu as un avis là-dessus ou... Créer sa boîte quand on est en bas de... Au son du canon, tu sais. Alors, bon, when blood is on the streets, disent les anglo-saxons. Mais c'est vrai qu'économiquement, ce qu'on voit, surtout sur les petites entreprises, et moi aussi en 2010, j'avais commencé dans un fonds d'investissement qui était plus petit, et c'est souvent qu'en bas de cycle, comme la situation est critique, on se diversifie, on a une plus de diversification, on essaie vraiment d'aller sur des choses qui sont peut-être plus audacieuses, où il y a moins de personnes ou d'acteurs sur le secteur. Très juste. Et donc tu l'as dit sur les positions. Moi je vois en 2010, on était dans un plus petit fonds, et c'est vrai qu'au moment où tout le monde investissait sur les PIGS, sur tous les pays qui avaient des taux qui explosaient, moi je me souviens à l'époque, on disait bon, au lieu d'écouter tous les brokers, nous on vient de se créer, comment on peut faire pour attirer des clients, eh bien il faut essayer d'avoir une autre analyse, plutôt banque centrale. Et du coup je lisais tous les rapports des banquiers centraux régionaux aux États-Unis qui font des choses extraordinaires, si vous avez un peu de temps pour lire, et ça permettait d'avoir des décisions d'investissement qui étaient totalement différentes de ce qu'on avait sur le marché, sur le broker traditionnel. Bon, en effet, d'avoir des capitaux. Non, et puis il doit y avoir peut-être un... Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, c'est pour dire, mais il faut, comme tu dis, avoir aussi beaucoup de chance. Ouais, c'est ça. Aussi. Ouais. Et voilà. Il y a peut-être quelque chose aussi d'un petit peu intimidant en reverse, en haut de cycle. Moi, je l'ai entendu d'un certain nombre d'entrepreneurs quand, il y a quelques mois, là, on multipliait les levées de fonds. C'est-à-dire qu'en dessous de 50 millions d'euros, t'en parlais même pas. Enfin, c'était... Ouais. Et il peut y avoir un truc, à l'inverse, un petit peu désespérant de dire je suis pas dans cette classe-là, je ressemble à rien, je suis nul. Moi, je suis vacciné là-dessus. La première boîte que j'ai montée, en pleine bulle, je l'ai naufragée magnifiquement. Hein, ça crée une compétence après, tu sais. Et depuis, j'essaye de mettre le chiffre d'affaires avant la levée de fonds. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et donc peut-être que je ferai moins. Mais alors là, mon gars, qu'un certain nombre d'autres. Non, mais tu vois. Si tu, pardon, tu fais pas une chaîne de télé si tu lèves pas des fonds avant d'avoir du chiffre d'affaires. Le modèle économique a besoin de financement, il a du cash out, il faut financer ton modèle économique. Mais il y a manière et manière de le faire. Tu vois, dans l'épargne, typiquement dans les fintech, oui. Tu veux, il y en a plein qui ont défilé dans mon bureau pour me demander de l'argent. T'as pas besoin d'un capex énorme. T'as pas besoin de. Enfin, tu vois, ceux qui ont levé 200 millions d'equity et qui gèrent 200 millions d'épargne, ça fait cher l'euro d'épargne géré. Les actionnaires ne reverront jamais leur argent. Donc, tout ça pour revenir sur Chesky et sur donc le côté télétravail, parce que donc il dit les employés d'Airbnb peuvent vivre et travailler n'importe où. Voilà. Et surtout, il dit, vous travaillez n'importe où, vous garderez le même salaire. Alors, c'est pas tout à fait n'importe où d'ailleurs, parce qu'il précise à un moment un peu plus bas, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est 70 ou 80 pays. Je sais pas, c'est peut-être la qualité de la connexion Internet, du réseau Internet, je sais pas comment il a... Voilà. Et dans le même temps, je vais vous montrer ça, je crois que c'était la semaine dernière, petite histoire du Figaro, la ville de Venise, qui lance un programme pour attirer les télétravailleurs. Et enfin, bon, il y a un moment qu'on en parle, donc il faut avancer avec cette histoire, mais justement, j'ai l'impression que plus on avance et plus on se rend compte que cette histoire est en train de bouleverser un nombre de choses incroyables. Le mail que tu nous as envoyé avait des mots que j'ai vraiment appréciés, qui étaient une nouvelle géographie du travail. Ouais. Voilà. Et ça, je pense qu'on est vraiment en train de le vivre. Alors évidemment, c'est très bien pour un entrepreneur qui fait ce qu'il veut, qui peut travailler depuis la Bretagne en ce qui me concerne, et puis faire de la planche à voile et puis se rattraper la nuit, qui n'a pas forcément besoin, parce que c'est une boîte de service, d'être présent physiquement avec ses équipes tout le temps, à partir du moment où tout le monde sait ce qu'il a à faire, où on a des outils, etc. C'est plus compliqué quand tu es patron dans l'industrie. Oui, non, mais on sait tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les évolutions, c'est de voir comment ces choses sont en train de bouger. Venise, qui est en train de devenir un espèce d'immense open space à ciel ouvert au bord du canal, c'est un truc de dingue. Il reste 50 000 habitants à Venise, c'est-à-dire rien par rapport à ce que c'était. Si la boîte veut survivre, si la ville veut survivre, je parle même pas de la montée des eaux, il faut qu'elle attire des gens, de l'activité économique, et il n'y a pas que le tourisme. Elle doit pouvoir pérenniser un peu la façon dont elle se remplit et dont elle anime sa vie. Et ça fait envie, hein. Un impact. Alors moi, je vois un impact. Toutes les boîtes de techno qui sont en mercato permanent sur les compétences et tout ça, tous mes clients dans la techno, quand tu es une boîte de techno française, dans l'édition de livres juridiques, et que tu dois te digitaliser à marche forcée, que tu as besoin des mêmes compétences que les GAFAM, pour les attirer, tu as un peu intérêt à mettre de l'eau dans ton vin sur les conditions de travail. Et ça, c'est le premier impact. Et donc, avec Venise, c'est le cas de le dire, mettre de l'eau. Tout le monde y passe. Voilà. La deuxième chose, c'est que ça va avoir un impact énorme sur le marché immobilier. Quand tu vois le rythme de transformation des lieux
de travail, de vie. Il y a énormément partout en France des immeubles, des bureaux qui sont convertis en flex-office, en endroits où on cowork, où plusieurs entreprises envoient leurs collaborateurs. Et je crois que ça correspond à une attente des gens qui a été accélérée avec tout ce qu'on a vu. Au-delà de ça... Ça transforme complètement la façon de travailler. Oui, mais au-delà il se trouve que là, je suis en train, ce sera la semaine prochaine, le grand salon industriel Global Industrie. Et le discours, effectivement, aujourd'hui des industriels qui poussent la réindustrialisation, c'est évidemment l'idée, quand vous avez une ville de 3000 habitants, si vous voulez y mettre de l'activité, ça ne va pas être de la consommation. Donc c'est soit de l'industrie, soit de la logistique. Ils ont raison, et n'empêche que ce que tu décris là, et ce qu'on est en train de voir, ouvre un champ, je trouve, qui est un champ absolument dingue. Attends, Anne-Sophie. Non, par rapport à ça. Oui, parce que Jérôme, il ne s'arrête jamais. On va lever le doigt. Merci. C'est vrai que ce qu'on voit, et quand on a fait pas mal d'études économiques pendant le confinement et ensuite, on a dit augmentation des gains de productivité, des apports pour le salarié qui demande d'ailleurs vraiment maintenant la moitié de son temps en télétravail. Donc vraiment des apports qui étaient assez significatifs. Mais là, ce qu'on a vraiment sous-évalué, c'est en effet pour des zones qui sont complètement sinistrées. Comme tu l'as dit, souvent, on le voit dans les fameux territoires industriels France Industrie en France. Tout à fait. Même en Europe, et l'Italie, c'est une puissance industrielle, vous avez quand même beaucoup de zones qui sont complètement enclavées. Eh bien, c'est aussi un moyen pour les pouvoirs publics. Souvent, là, tu l'as dit, c'est souvent industrie, logistique. Industrie, c'est pas facile parce qu'il y a le problème des infrastructures, le problème de construire l'usine, donc ça prend souvent des années, l'autorisation, l'emploi, c'est pas évident de bien être sur une bonne qualité de produit par rapport aux concurrents, donc c'est assez complexe. Sinon, c'est les fameux entrepôts de services de logistique. Et là, c'est vrai que ça ouvre autre chose. Ça ouvre autre chose parce que ça permet d'attirer une autre population, donc aussi d'avoir des gens, on va dire, plus divers. Bien sûr. Les gens, donc ça, c'est en effet bien, même pour le développement économique. Et puis aussi, ça permet, bon, tu l'as dit au niveau immobilier, mais aussi plus globalement, de refaire vivre tout le territoire qui était vraiment totalement enclavé, et avec des services aussi de développer beaucoup de choses. Ce qu'on dit souvent peu, c'est qu'un emploi industriel, ça crée 3 emplois dans les services. Ça, il y a vraiment une corrélation qui est excessivement forte. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que dès que l'usine part, eh bien, tous les services s'en vont. Absolument. Et donc, c'est ce qu'on a vu avec tous les territoires qui sont ultra enclavés. Et là, on pourrait renverser la tendance avec ça. Alors, c'est vrai que c'est pour Venise, en plus... Pour Venise, c'est plus simple. C'est plus simple de le faire savoir. C'est idyllique, etc. Voilà, c'est plus simple de le faire savoir que pour Argenton-sur-Creuse. Mais voilà. C'est intéressant. Il y a 3 réflexions que ça m'inspire. C'est vrai que à la fin du Covid, il y a un certain nombre de boîtes de tech qui avaient annoncé qu'elles passaient au remote hiring. Donc remote working, remote hiring. Pour les boîtes de tech californiennes, c'est quand même une aubaine, d'aller sortir de leur bassin d'emploi. Globalement, les gens n'arrivent plus à se loger. Oui, mais elles sont en partie revenues en arrière. Elles sont en partie revenues en arrière. Voilà, c'est pour ça que le truc de Chesky est intéressant. Et parce qu'effectivement, il y a aussi un moment où on voit bien la tendance où on va créer une bipolarisation du marché de l'emploi entre des emplois globaux, qualifiés, qu'on peut faire de partout, et puis des emplois sédentaires qui, évidemment, eux, seront beaucoup plus loqués dans des conditions salariales qui ne seront pas les mêmes, etc. Elles sont en partie revenues en arrière. Par exemple, Apple donne un mois de Facebook, ça a été assez spectaculaire aussi. Mais fait venir ses salariés 4 jours par semaine. Airbnb, c'est un peu différent parce qu'ils poussent à fond dans leur com. On le voit tous les jours sur le digital nomade. C'est-à-dire que c'est un peu comme Ford qui dit à ses salariés d'acheter ses voitures. Oui. Ah oui, tu as raison. Ils ne peuvent pas pousser ce mode de vie-là pour leurs clients et puis interdire pour ses salariés. Tu as raison, je me suis fait avoir là. Donc en fait, c'est du pur marketing. Exactement, je pense que c'est une bonne com. C'est-à-dire qu'Airbnb va devenir WeWork. Ouais. C'est ça en fait son truc. Ouais, je pense que, en tout cas, il prône un mode de vie qui d'ailleurs n'est pas très bon pour le climat, qui est celui on se balade. J'en sais rien. Ouais, si on se balade à vélo. Et le dernier élément quand même, qui est que comment on encadre tout ça. Publicis avait annoncé qu'on pouvait travailler 6 mois par an maintenant. Les salariés peuvent aller travailler dans un autre pays. Après, ce qu'on ne dit pas sur ce type de contrat, c'est qu'est-ce que vous faites du conjoint, qu'est-ce que vous faites des enfants, qu'est-ce que vous faites de l'assurance, qu'est-ce que vous faites du logement, etc. Ouais, mais le truc vraiment important qu'il dit, c'est que tu gardes ton salaire. Ça, c'est un truc super important quand même. Oui, mais au-delà du salaire, tu vas t'installer dans un pays. Il y a un certain nombre de choses qui vont avec la capacité à te déplacer.
Oui, bien ton sûr. gamin dans une école. Enfin, Oui, tu vois, mais ça, c'est un choix. D'ailleurs, personne ne va t'obliger non plus à te déplacer. Mais si tu fais le choix de se déplacer, ça veut dire que tu peux l'assumer, que tu as bien réfléchi à ton truc. Et le fait que tu gardes ton salaire, j'en sais rien, moi. Tu vas en Sardaigne. c'est très bien, tu vois, sans doute pour des jeunes célibataires ou c'est- des jeunes Alors, couples, juste c'est pour, bien pour des gens qui ont la souplesse et le niveau de vie pour pouvoir l'assumer, ce qui n'est pas du tout, à mon avis, une majorité. Quoi. Quand un on mot regarde, Anne-Sophie, un mot Jérôme, et faire, on referme le... la pro-européenne, mais c'est vrai que quand on regarde en fait les chiffres, hein, on voit au niveau de l'Union européenne, hein, la mobilité des travailleurs est quand même assez faible, hein, notamment par rapport aux États-Unis. Et c'est vraiment deux flux qu'on voit. C'est souvent Pologne-Roumanie vers Allemagne-Royaume-Uni avant quand ils étaient dans l'Europe. Et on voit très peu d'autres flux qui sont vraiment minoritaires dans les autres régions. Et justement, un des obstacles à ça, c'était vraiment différence de législation, et maintenant on a plus d'harmonisation, et le fait voilà, que ce n'était pas du tout flexible et compliqué, comme vous l'avez dit, avec la famille ou autre. Là, c'est vrai que pour l'Europe, ça peut vraiment être une véritable opportunité, parce que énormément de législations, notamment pour les entreprises, ont lieu dans toute la zone. Donc même si vous avez des différences de point de vue, ce que le Portugal a bien compris, tout Tu à as fait. parfaitement raison. Et là, ça peut aussi, pour des zones assez sinistrées ou des pays qui sont en mode de rattrapage, rattirer leurs populations qui sont parties et vraiment favoriser aussi la mobilité au sein de l'Union européenne. On l'a vu pendant le Covid, hein, et surtout quand vous avez aussi des couples, des familles qui sont de plusieurs pays, là aussi, c'est un véritable avantage. Donc je pense que pour l'Europe, là aussi, si on continue d'harmoniser, on peut vraiment avoir beaucoup plus de flexibilité du travail, hein, et là aussi, ça permet d'avoir, au niveau des taux de chômage et de l'emploi, de la redistribution. Claire. Un mot, Jérôme, Ouais. un mot. Tu rajoutes, tu fais ça comme Airbnb fait, c'est aussi un puissant argument RH pour recruter des jeunes qualifiés quand tu es sur un mercato qui est compliqué. C'est clair. Voilà. Ouais, Et puis, ça, évidemment. Je vais dire un autre mot, désolé, je vais prononcer le mot infrastructure. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne marche et on peut accompagner cette évolution-là que si on a des infrastructures qui tournent. Et en fait, j'ai une stat personnelle qui est assez intéressante, c'est moi j'ai fait Sciences Po en service public. Et j'ai choisi le privé tout de suite, mais j'ai plein de copains qui ont fait l'ENA, etc. Et j'en ai beaucoup qui ont fini dans des fameuses DRIR, parce qu'ils croyaient vraiment à l'industrie et tout ça. Direction régionale. De l'industrie, de je sais pas quoi. Bon, En fait, bref. c'est vraiment l'endroit qui est fait pour travailler sur le tissu industriel français. Eh bien, tu savais le nombre de mes amis de Sciences Po qui ont continué dans le service public, qui ont fait de la DRIR pendant 10 ou 15 ans et qui sont aujourd'hui à la tête de fonds d'infrastructure. Et donc, pour moi, c'est la preuve absolument manifeste qu'ils ont suivi cette tendance-là, Bien sûr. analysé cette évolution. Non, mais c'est en là où le cercle est super vertueux. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est au potentiel, qualifié, etc. Et tout, ils vont avoir des exigences, et il faut bien le dire, des moyens d'exprimer leurs exigences, peut-être un peu plus fortes que les locaux, pour avoir un équipement du territoire qui soit plus efficace. Tu fais de la planche à voile sans j'ai découvert ça, là. J'ai pris une semaine de vacances. Alors, j'ai découvert les Ouais, gars. le wing foil. Extraordinaire. Voilà. Alors, Non, on ne le fait pas niveau- 1 heure avec ça. Non, hein, le juste- niveau. Alors moi, je ne fais pas encore de ça, mais je vais le faire parce que à mettre sur un bateau, c'est très commode. Comme Mais support. c'est ça, mais c'est la Mais liberté moi, totale. Moi, je fais de la planche à voile à foil. Donc de la vraie Oui. planche à voile. Mais D'accord, mais à folle. Bon, voilà, je referme la parenthèse. C'est très impressionnant. Il faut être sacrément gainé, à mon avis, pour le faire quand même. Hein, mais bon, très impressionnant. Alors, les entreprises face à l'inflation. C'est Rexecode et donc Denis Ferrand qui nous a envoyé. On en parlait ensemble donc avec Denis mardi. Et effectivement, donc, ça se confirme. Opinion sur la situation de trésorerie des entreprises. Il y a, alors, Denis dit une nette inversion de tendance. Vraiment, on va le voir sur le graphe là, donc, de Rexecode. Ça y est, quoi, l'inflation a mangé les marges et les trésoriers d'entreprise ou les directeurs financiers sont en train de se dire, donc là c'est leur sentiment, hein, le sentiment qu'ils ont sur l'évolution de la trésorerie de leurs entreprises, sont en train de se dire que ça va quand même à un moment commencer à mordre sérieusement. Et puis l'autre élément que nous apporte Denis, donc c'est cette idée qu'ils vont essayer de limiter les salaires justement pour garder un peu de marge de manœuvre par rapport à la hausse des coûts généraux, des coûts de production, des coûts de matières premières. Donc PME, TPE anticipent une hausse moyenne de leur prix de 5,2%. Mais seulement 2,7 pour les salaires, avec donc évidemment une forte hausse des coûts hors salaire, ce qui amènerait quand même une baisse, même en limitant les salaires hein, à 2,7%, une baisse de la marge nette. Il est vrai qu'elle est très très forte hein, encore aujourd'hui cette marge nette, donc elle peut baisser, c'est pas dramatique. Mais enfin voilà, là clairement ça y est.
les entreprises sont face à l'inflation, Alors, Anne-Sophie. les entreprises sont face à l'inflation. Après, je pense qu'il faut là aussi déjà distinguer industrie et services. Là aussi, c'est pas du tout le même impact. Vraiment, l'industrie se prend vraiment une forte hausse de ses intrants, et manufacturiers et au niveau de l'énergie. Donc ça, en effet, tout ce qui est dans le transport, la chimie, la métallurgie, ce sont vraiment des secteurs qui sont très impactés et qui vont l'être tout au cours de l'année. Donc là, on a vraiment des secteurs très particuliers qui sont très affectés. Après, dans les services, c'est en effet différent. Et là aussi, il faut faire attention avec le quoi qu'il en coûte. En fonction des secteurs, les taux de marge peuvent être aussi assez élevés. Donc on a des secteurs qui ont aussi beaucoup plus de matelas pour supporter ces hausses de prix. Et notamment dans tout ce qui est électroménager, là aussi, on a déjà vu des hausses de prix dès l'année dernière en plein déconfinement et on a eu 7% de croissance. Donc on voyait que la hausse des prix n'avait pas du tout d'impact sur la consommation. Donc il y a déjà eu cette hausse qui a été répartie sur le consommateur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nuancer. Ce n'est pas toutes les entreprises, ça dépend vraiment de votre secteur et de votre taille. Et c'est vrai que sortant du quoi qu'il en coûte, on peut avoir quand même dans certains secteurs un certain matelas qui peut, pendant un certain temps, peut-être... mais ce que nous dit Rexecode, c'est que c'est un peu fini, là. Sur les salaires, là, c'est vraiment ce qui est en effet le plus intéressant. Il faut rappeler quand même qu'on a de très bons taux d'emploi et on a beaucoup de pénuries, en effet, de main-d'œuvre ou des difficultés peut-être à trouver dans beaucoup de secteurs parce que les gens ont changé ou sont mis en indépendant ou sont fermés pour faire autre chose. Et c'est là où ça va être difficile pour beaucoup de secteurs, c'est-à-dire que le salaire va être de plus en plus quelque chose d'important pour réattirer. Et en effet, les secteurs qui vont plus modérer, là, je pense aussi qu'il y aura un problème pour attirer davantage. Parce donc tu dis en fait, c'est un vœu pieux. L'idée qu'ils vont essayer de limiter le truc à 2,5, tu n'y crois pas, quoi, en fait. Tu crois pas. Ouais, intéressant. Ouais. Jérôme ? Alors, moi, je voudrais rajouter l'agroalimentaire à la liste des secteurs qui sont fortement impactés. Ah bah bien sûr, non, mais on a parlé, les intrants, évidemment. C'est un secteur que je veux. Alors moi, il se trouve que c'est la seule boîte dont je m'occupe qui a un BFR normal, c'est-à-dire un BFR positif, un besoin en fonds de roulement positif. Et en fait, la situation de trésor est très bonne, compte tenu de la relance, de la relance de la consommation, etc. Tout va bien. Et on en a profité, alors que les banques sont encore assez accommodantes, on a profité pour restructurer toutes les conditions financières pour les 3 ou 4 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'on a complètement sécurisé le truc, on est allé voir nos banquiers, on les a mis autour de la table, et puis on leur dit, vous sortirez quand on sera visible, quand on aura de la visibilité sur les 4 ou 5 ans qui viennent. Comme la boîte va bien, on n'a pas eu de problème, et j'imagine que des boîtes qui aujourd'hui voient arriver le PGE et qui l'ont mangé, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont compliqué pour elles. Il y en a pas beaucoup. C'est ça qui est plutôt la stat positive, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un petit 10% des boîtes, et c'est pas plus qu'avant la stagflation, qui disent je vais avoir du mal à rembourser mon PGE. Non, mais c'est intéressant. Mais tu vois, toi aussi, quand même, là, ce moment où, ça y est, on a fini de pouvoir gérer l'inflation sur les marges, en fait. Ouais, voilà, ça y est, c'est fini. Et donc, il va falloir passer des hausses de prix. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, ça veut dire que les boîtes qui vont s'en sortir le mieux, c'est évidemment celles qui ont accumulé le goodwill, la marque, la qualité du produit, etc., pour imposer leur prix. Attention, juste par rapport à ça, c'est opinion. Et il y a déjà eu des hausses de prix en 2021, notamment au dernier trimestre. Donc, c'est pas quelque chose de... Il n'y avait rien avant et c'est déjà une tendance qu'on a vue dans plusieurs secteurs. C'est juste que ça va s'accélérer. Et sur cela, pour finir, c'est l'opinion. Et surtout, ce qui est très important, c'est que par rapport au Covid, il y a vraiment l'idée que ça va durer. Donc, c'est vrai que même si là, les chiffres macro sont pas trop mauvais, en fait, c'est, à mon sens, il faut voir l'opinion en disant demain, ce sera beaucoup plus compliqué. Exactement. C'est ça qui est intéressant. C'est les anticipations des chefs d'entreprise. Julie ? On sent qu'il y a une grande peur autour de l'inflation, en tout cas en France et en Europe. Qui est très, il y avait un signal, cela dit, qui semblait être positif sur les États-Unis. Alors, il y a eu un signal hier. Voilà. Bon, mais une hirondelle ne fait pas le printemps quand même. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Il y a eu une très légère inflexion. Très légère inflexion. Mais on sent bien que c'est... Mais comment tu le vis, toi, chef d'entreprise parce que le vrai sujet, on le décrivait justement mardi, effectivement, la répercussion dans le secteur industriel, des hausses des intrants, des matières premières. Bon. Mais en fait, la vraie boucle inflationniste, c'est le jour où les services vont commencer à augmenter leurs prix. Voilà. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça le vrai sujet. Exactement. L'augmentation du prix des services, il est très corrélé quand même au niveau des salaires. Voilà. D'où ma question. Et les salaires. Voilà. D'où ma question. On aimerait faire de la modération salariale, mais on n'y arrive pas. Comment est-ce que le chef d'entreprise... Voilà, c'est ça. Non, mais tu le dis avec un grand sourire, mais c'est ça. C'est des pénuries. Et donc, le prochain... Et est-ce que tu... Attends. Il y a trop de gens qui veulent aller à Venise travailler à mi-temps. Et est-ce que tu arrives, toi, à répercuter sur tes clients les hausses de salaire que tu dois... Alors, mes clients entendent. Ouais, voilà, c'est Je pense que là, mes clients entendent. Ouais.
je suis d'accord, le dialogue est bon. Dans les services, on arrive à discuter en disant regardez mon coût de revient, à ce prix-là, je ne peux pas prendre le job. Ouais. Tu vois, voilà. Alors moi, en stratégie d'entreprise, j'ai une illustration très concrète. On est en train de lancer une nouvelle gamme de confitures là. Et donc, quand tu la lances, tu la mets chez tes distributeurs, dans tes boutiques, tu la mets sur ton site internet, tu fais de la promo, et il faut qu'on fixe le prix. Ouais. D'accord ? On a les moyens de fixer le prix. On est du bon côté du manche. Ouais. Sauf que si on le fixe, on va le fixer pour, mettons, 18 mois. Parce que tu ne peux pas faire ton lancement, demander à tout le monde d'y aller, et faire une révision de prix 6 mois après. Voilà. Et donc, la décision qu'on a à prendre dans la semaine, là, c'est à combien on sort le pot sur cette nouvelle gamme, et on n'a pas du tout envie de se tromper. Et ça, c'est des trucs très, très intéressants quand tu es entrepreneur. C'est très, très intéressant quand tu es entrepreneur de travailler sur ces sujets-là. Et en même temps, tu as une espèce de petit pincement, là, en te disant, il ne faut pas que je me gourre. Ah, mais le pricing, c'est un truc, j'ai déjà raconté, j'ai la chance de discuter de manière confidentielle avec une vingtaine de directeurs de pricing, alors de grosses boîtes. Hein. Et c'est absolument passionnant. Et, enfin, je l'ai déjà dit, mais je vous le dis très très vite. Ce qu'on avait constaté il y a 3 semaines, 1 mois à peu près, c'est qu'en fait, tous se regardaient pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu coordonné. Voilà. Parce qu'effectivement, tu avais ces marges qui te donnaient un petit peu de répit. Tu n'étais pas obligé de répercuter tout de suite. Mais tous se regardaient. C'est première chose. Et puis deuxième chose, c'est Nicolas Dueb, par exemple, qui était venu nous raconter ça. Quand tu as un plat de pâtes à 99 enfin un paquet de pâtes à 99 centimes ou à 92 centimes, c'est très compliqué de le mettre à 1,02 €. Nicolas, lui, il fait des abonnements pour des systèmes vidéo à 4,90 €. 5,10 €, 5,20 €, c'est plus pareil, tu changes de dimension. Donc ça aussi, c'est extraordinaire. Parce que extraordinaire. Tu as un effet marginal sur la demande qu'il ne faut pas louper si tu ne veux pas tout d'un coup voir une baisse de chiffre d'affaires parce que tu as trop monté tes prix. Quoi. Exactement. Et c'est là où effectivement les boîtes qui sont positionnées sont mieux que les autres. Et on marque une pause, puis après on ira sur la planification écologique.